Paul, pour votre disponibilité. Vous venez de publier le premier volume sur les lettres du Père Victoré Galabert. Et maintenant, vous avez fini les corrections du deuxième volume. Pourquoi avez-vous entrepris ce travail? Et comment est-il planifié? Oui, bien sûr. C'est en discutant avec le Père Benoît Grière, dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de la Mission d'Orient, et aussi de la célébration des 150 ans de la Congrégation des Oblates de l'Assomption, que nous avons évoqué cette possibilité de publier l'intégralité de la correspondance conservée du Père Galabert. Nous disposons pour cela d'un outil déjà précieux, qui est la transcription dactylographiée, sans doute par le frère Jules Pector dans les années 1950, de cette correspondance. Grâce à ce premier travail de transcription, qui est très précieux, parce que le Père Galabert écrit, il écrit très mal, et puis il fait beaucoup de corrections, il souligne beaucoup de mots, il rature énormément. Il disait lui-même qu'il écrivait comme un cochon. C'est grâce à ce travail de transcription que je suis avantagé pour pouvoir faire un travail d'édition. Donc la première chose, ça a été de diviser un petit peu l'ensemble de cette correspondance, de voir comment la répartir entre les années 1854, qui est la première correspondance conservée que nous avons du Père Galabert, jusqu'à l'année de sa mort, en 1885. Je dois dire que les premières années sont quand même plus nourries, elles sont plus abondantes. Et puis nous savons que le Père Galabert, à partir de 1881, qui souffrait beaucoup du diabète, est devenu quasiment aveugle. Donc à partir de 1880, il avait besoin souvent d'un secrétaire pour écrire ses correspondances, ce qui a limité évidemment leur importance. Donc le premier volume, qui vient d'être édité, porte sur les années 1854-1862. Ce sont les années de préparation du Père Galabert à sa future mission, qui est d'ouvrir l'Assomption au grand champ apostolique de l'Orient. Ces années de formation, c'est d'abord son entrée dans la vie religieuse. Nous savons qu'il doit beaucoup au Père d'Alzon, auquel il voue une admiration sans faille. C'est ensuite sa formation intellectuelle à Rome. Le Père Galabert était déjà docteur en médecine avant d'entrer à l'Assomption. Mais le Père d'Alzon tenait à lui faire prendre des grades universitaires à Rome, dans le domaine du droit canonique. Donc il va faire partie de cette première communauté de jeunes étudiants assomptionnistes qui, à l'image du fondateur lui-même, qui était venu faire ses études de théologie, enfin compléter ses années d'études théologiques à Rome en 1833-1835, eh bien Galabert va venir avec François Picard, Raphaël Jourdan, le frère Lévy, peut-être un autre dont le nom m'échappe, eh bien vont venir former une petite communauté à Rome pour étudier les diverses sciences ecclésiastiques dans les universités romaines de l'époque. Le Père Galabert est celui qui a tenu le plus longtemps, puisqu'il va rester jusqu'en 1858. Les autres ayant soit été rappelés, soit ne supportant pas le climat ou ayant des difficultés d'une autre nature, ayant déjà regagné la France à ce moment-là. Donc notre Père Galabert va recevoir d'abord, il va être admis à la profession perpétuelle à Rome, parce qu'il était tout jeune prophète, il venait à peine de terminer son noviciat, et puis il va recevoir l'ordination sacerdotale
ici à Rome, d'ailleurs comme le père d'Alzon, comme le père Picard, comme le père Vincent de Paul Bailly, etc. Beaucoup d'autres religieux qui par la suite eh bien, auront Rome comme lieu d'ordination. Sur le plan de ses études, il n'y a rien à dire de spécial, sinon qu'il a eu la patience que doivent avoir beaucoup d'étudiants à Rome, patience pour passer leurs examens, pour avoir une date, pour être en accord avec leurs professeurs sur les sujets qui sont à développer. Il a eu la chance aussi de rencontrer beaucoup de personnes, de développer beaucoup de liens avec des milieux romains. Il a joué le rôle de procureur de la congrégation. Le père d'Alzon, n'ayant personne de disponible, et n'ayant pas de religieux disponible pour remplir ce rôle à Rome, utilisait souvent un religieux en études à Rome, eh bien, pour rendre ce service à la congrégation. Et notre Galabert eh bien, est un des premiers de ceux qui ont rendu ce service à la congrégation. Donc, faire antichambre dans les congrégations romaines pour obtenir un indulte, un rescrit, un bref, etc., etc. Ça suppose là aussi beaucoup de patience, parce que la grande vertu romaine, c'est patienza. En 1858, le père d'Alzon le rappelle en France. Il a besoin de lui. Il aurait aimé quand même que le père Galabert ait un troisième doctorat, c'est-à-dire un doctorat en théologie, mais d'autres urgences donc le rappellent en France, à Nîmes, où il va être chargé de la formation des jeunes religieux, et puis le second du père d'Alzon, le noviciat. Le noviciat, à l'époque, se fait principalement au berceau de l'Assomption, c'est-à-dire au collège de Nîmes, dans des conditions qui ne sont pas toujours très favorables, parce qu'à la proximité du collège soutire parfois un peu ces jeunes novices de leurs obligations d'apprentis religieux. Et bien souvent, le fondateur lui-même, principal formateur, est absent de Nîmes. Et donc, il faut qu'il se repose entièrement sur un homme de confiance. Et cet homme de confiance, c'est notre brave père Victorin Galabert. Vous savez aussi qu'en 1862, Emmanuel d'Alzon se rend à Rome pour les fêtes de la canonisation des martyrs japonais. Et à cette occasion, il peut rencontrer le pape Pie IX, qui le salue toujours comme son ami Augustin, qu'il discerne d'ailleurs dans la foule, et il le convoque pour lui parler d'un projet qui lui est cher, à savoir la mission auprès des Bulgares. Car il y a depuis 1860 une espérance que des chrétiens orthodoxes bulgares se tournent vers Rome face à ce que l'on appelle à l'époque leur conversion au catholicisme, pour des raisons évidemment que nous ne trouvons pas entièrement pures, c'est-à-dire des raisons qui sont à la fois politiques, c'est-à-dire se protéger de l'emprise de la domination ottomane, se soustraire à cette influence qui est là depuis 5 siècles et qui pèse sur la communauté bulgare, mais aussi pour se soustraire à l'obédience du patriarcat de Constantinople, qui est grec, et qui oblige les communautés bulgares à la liturgie grecque. En 1860, tous les évêques de Bulgarie, il y a environ 15 à 16 éparchies, comme l'on dit en Orient, ou métropolies, qui sont dans le territoire où vivent les Bulgares, tous ces évêques sont des Grecs. Et derrière ce phénomène, il y a bien sûr de nombreuses brimades, humiliations, bien que déjà des libéraux bulgares du monde politique, mais aussi du monde religieux, du monde profane, du monde des journalistes, eh bien, voudraient se soustraire. Alors ce mouvement est encouragé par Rome, et le pape Pie IX a eu la joie de consacrer comme
exarque, c'est le titre qui lui a été donné, exarque des Bulgares, un ancien orthodoxe passé au catholicisme, Monseigneur Joseph Sokolski. Et derrière ce passage, eh bien, il y a l'espérance que, par lui, des popes eh bien, entraîneront des villages qu'on appelle des villages unis, c'est-à-dire qui vont s'unir au monde catholique. Mais on a besoin de missionnaires, on a besoin de gens formés. C'est pourquoi on veut faire appel à une jeune congrégation pour aider ce passage à une autre confession. Il ne faut pas parler d'œcuménisme au XIXe siècle, ce terme n'existe pas, et surtout la pratique n'existe pas. Il s'agit bien de confession, ou bien on est de l'une, ou bien on est de l'autre. Mais alors en Orient, on passe facilement de l'une à l'autre, mais on revient à l'ancienne, etc. On fait ça pendant quelques temps. C'est comme ça. Donc il y a dans ce mouvement vers Rome, il y a à la fois des espérances, mais il y aura surtout beaucoup de désillusions. Pie IX, donc, convoque Emmanuel d'Alzon et lui demande eh bien, de consacrer l'énergie de sa congrégation, mais on sait aussi consacrer une partie de sa fortune personnelle, car on sait que le père d'Alzon vient d'hériter de sa famille. Sa maman vient de mourir en 1860. Et on espère pouvoir compter sur les fonds personnels d'Emmanuel d'Alzon eh bien, pour encadrer ce mouvement de retour vers Rome. Le père d'Alzon, dont on connaît la ferveur ultramontaine, reçoit cette invitation comme un ordre. Et donc, dès qu'il rentre à Nîmes, nous sommes en 1862, il y a justement prévu un chapitre général, à Nîmes d'ailleurs, au mois de septembre. Eh bien, il va poser cette question aux membres du chapitre général. Et c'est le père Galabert qui va se porter volontaire. Cela représente une personne volontaire pour ouvrir cette page de la mission assomptionniste d'Orient. Voilà. Sur le père Galabert va reposer l'ouverture de cette mission. Et ce sont toutes ces années, vous voyez, de préparation qui sont présentes dans le premier volume de 1854 à 1862. Et puis, le premier volume est suivi d'un deuxième. Ce sont les années 1863-1864 qui vont être présentées. Et ce sont des années qui sont assez nourries, qui sont importantes, qui vont être présentées parce que nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire notre père Galabert, il prend le bateau à Marseille en décembre 1862. Il fait une petite escale à Rome. Père d'Alzon lui avait déconseillé en lui disant « Vous voulez aller à Rome pour demander un certain nombre de permissions, vous ne les aurez pas. Je vous le dis que vous ne les aurez pas. » Galabert est très obéissant, mais oui, il a aussi ses idées propres sur la chose. Et il s'arrête quand même à Rome, et il n'obtient pas d'ailleurs ce qu'il demande, à savoir le droit d'exercer la médecine. Et il voudrait le titre de missionnaire apostolique qui lui faciliterait évidemment sa mission en Orient. Donc un peu penaud. Il se rend à Constantinople où il va être accueilli par le délégat apostolique des chrétiens à Constantinople, Monseigneur Paolo Brunoni, dont il va dépendre, puisqu'il a juridiction sur tous les chrétiens de toutes les obédiences, c'est-à-dire aussi bien les Arméniens catholiques que les Bulgares unis, mais il y a les Bulgares unis, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine orthodoxe, que l'on va appeler dans notre langage uniates. Mais il y a aussi les Bulgares qui sont d'origine latine, c'est-à-dire qui ont reçu la foi à travers la forme latine qu'on appelle les Pauliciens. Et puis, il y en a tant d'autres. Il y a les Maronites, il y a les Syriaques, il y a les Syriens, il y a les Chaldéens, etc., etc. Donc c'est tout ce monde très composite dont notre brave père Emmanuel Galabert va prendre connaissance, et il va pour cela demander les lumières du père d'Alzon. C'est la raison pour laquelle le père d'Alzon, en
février 1863, se rend lui-même en bateau à Constantinople pour étudier le terrain, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. En fait, le père d'Alzon se rendra à Constantinople et puis il va se borner à Constantinople. Il va surtout prêcher le carême, visiter les congrégations religieuses de la ville de Constantinople, congrégations religieuses catholiques, avoir quand même des relations, des rencontres avec des responsables politiques, notamment le grand vizir turc, parce qu'on est dans des régions sous occupation ottomane. Il avait l'intention de rencontrer le patriarche orthodoxe du Fenar. Il le dit dans une de ses lettres. L'a-t-il fait? Ça, je ne peux pas l'affirmer. C'est un homme déjà d'un certain âge, ce patriarche orthodoxe, qui s'appelle... laissez-moi chercher, parce que je perds de temps en temps un peu. Joachim II. Mais ce Joachim II, il est là en 1868, mais en 1863, il rend son tablier, donc de toute façon, ça n'aurait pas eu une grande importance. Et puis, vous savez comme moi que les relations étaient très formelles, très protocolaires, il n'y avait pas grand-chose à arranger. Sur place, je dirais, l'élément le plus réactif et le plus dur par rapport au monde catholique, c'est bien entendu le monde grec, le monde orthodoxe grec. Parce qu'il fait sentir son autorité, son influence évidemment sur toute l'orthodoxie dans toutes ces régions. Et souvent les communautés catholiques, qu'elles soient uniates, qu'elles soient latines, souffrent beaucoup de cette proximité prépondérante de l'élément grec orthodoxe. Voilà, finalement, la situation étant étudiée, qu'est-ce qui va être retenu? Eh bien, tout simplement, la fondation d'une petite école primaire, non pas à Constantinople, qui est quand même le centre politique, religieux de l'Orient, mais dans une ville d'une certaine importance, que l'on appelle à l'époque Philippopoli, que les Turcs appellent Philibé, qui a eu beaucoup de noms au cours de l'histoire, et que l'on appelle aujourd'hui Plovdiv. C'est dans cette ville que les assomptionnistes, en l'occurrence le père Galabert, va être reçu et très bien accueilli par l'évêque catholique latin du lieu, un capucin, monseigneur Andrea Canova, qui va le recevoir, qui va lui donner toute forme d'autorisation pour la fondation de cette école, et qui va même aider de ses deniers la vie, les premiers pas de cette école. L'autre préoccupation, évidemment, de notre père Galabert, c'est de constituer une communauté. Il est seul, mais il n'est pas rentré dans une congrégation pour vivre solitaire, pour ermite chartreux. Donc il va presser le père d'Alzon de lui envoyer des frères, de lui envoyer des aides. Et donc il y a deux religieux qui vont être désignés à cet effet. Il y a le frère Jacques Chillier, qui est un frère, à l'époque on disait convers, donc un frère de Nîmes, et un jeune religieux qui est prophète depuis peu de temps, et qui est prophète religieux de cœur, donc qui n'est pas encore prêtre, mais qui va le devenir, qui est le futur père Augustin Gallois. Et c'est cette communauté, 3 personnes, qui vont mettre en œuvre et ouvrir la petite école de Saint-André de Plovdiv, sous l'égide de Monseigneur Canova, avec une bénédiction solennelle, comme ça se faisait à l'époque, au mois de janvier 1864. Voilà les premiers pas de la mission d'Orient. L'autre grande affaire, parce qu'il faut quand même en parler, c'est que le père Galabert s'est aperçu très vite qu'en Orient, il y a certains milieux, notamment le milieu féminin, où les hommes ne pénètrent pas. Et il faut une présence féminine, il faut une présence religieuse féminine, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit pour les dispensaires, etc., les ouvroirs, toute forme de vie associative, sociale, culturelle. Il faut des femmes. Et c'est la grande question, sur qui le père d'Alzon va-t-il pouvoir compter pour envoyer
des missionnaires féminines à ses propres religieux. Alors nous avons dans les lettres de 1864 du Père Galabert tous ces échanges avec ce qui se trame avec les religieuses de l'Assomption, pour voir éventuellement où et quand, comment elles vont pouvoir fonder un poste de mission en Orient. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'énergie, dans lequel est impliqué évidemment notre brave Victorin Galabert, mais nous savons que ce n'est pas dans cette direction que la Providence ouvrira une page d'avenir. C'est une autre fondation qui se dessine, mais ceci c'est pour l'année 1865, donc dans le tome suivant que je vous prépare, que nous verrons ouvrir une nouvelle page de l'histoire religieuse en Occident par la naissance de la congrégation des Oblates de l'Assomption, dont la vie va être évidemment très présente en Orient à partir de 1868, car dès les origines de la congrégation, eh bien, des religieuses vont partir comme missionnaires dans ces pays de Bulgarie et de Turquie.